Laurence, des écoles américaines attaquent les géants des réseaux sociaux en justice. Oui, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Google, les responsables des écoles publiques de Seattle les accusent tous de nuire à la santé mentale des plus jeunes. Selon eux, l'augmentation des suicides, les tentatives de suicide et les visites aux urgences liées à la santé mentale ne sont pas une coïncidence. En fait, la pandémie n'en est pas la seule cause. La recherche a identifié un autre responsable, un responsable majeur même, les réseaux sociaux. Entre 2009 et 2019 à Seattle, il y a eu en moyenne un boom de 30% du nombre d'élèves qui ont déclaré se sentir tristes ou désespérés presque tous les jours pendant 2 semaines ou plus. Alors dans une plainte déposée vendredi, ces écoles du nord-ouest des États-Unis précisent que ces entreprises exploitent la psychologie et la neurophysiologie des jeunes pour qu'ils passent de plus en plus de temps sur les plateformes dans un but lucratif. Bah évidemment, puisque quand les usagers plus ils passent de temps en fait sur les plateformes, plus elles peuvent vendre de publicité. Le district explique avoir mis en place des moyens, notamment humains, pour aider les élèves. Donc ils estiment que Google, TikTok ou encore Meta, qui enregistrent des chiffres d'affaires faramineux, doivent mettre la main à la poche. Ils précisent que les contribuables ne devraient pas porter le fardeau de la crise de santé mentale que les entreprises de médias sociaux ont créée. Alors du côté des plateformes, toujours le même mécanisme de défense, Meta, alors évidemment ils assurent, il dit on a développé depuis plus de 30 outils pour soutenir les adolescents et les familles, y compris des outils de supervision qui permettent aux parents de limiter le temps que leurs adolescents passent sur Instagram et une technologie de vérification de l'âge qui aide les adolescents à vivre des expériences adaptées à leur âge. C'est une justification chiante et longue. Oui, c'est vrai, ils l'ont fait, mais ces écoles estiment que c'est pas suffisant. Et pour ce qui est de Google, la firme d'Alphabet dit avoir beaucoup investi dans la création d'expériences sûres pour les enfants et introduit de solides protections et des fonctionnalités dédiées pour donner la priorité à leur bien-être. Pour rappel, les plateformes en ligne aux États-Unis sont déjà visées par une plainte. Des familles les accusent d'avoir contribué au suicide, encore une fois, de leur enfant. Mais l'action intentée par Seattle serait toutefois la première venant d'établissements scolaires publics. Maintenant, Guiran, ça y est, YouTube pratique la censure, on ne peut vraiment plus rien dire. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? On en a parlé ici même dans Réseau vendredi. YouTube a durci ses règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne le langage. Et vendredi, je vous prédisais que ça allait biper les gros mots dans les vidéos pour éviter de perdre des sous-sous, de se faire démonétiser. Et il se passe quoi? Eh ben j'ai envie de dire, on va laisser mon gars Jilcy nous en parler. On a reçu un message de monsieur YouTube. Apparemment, il y a l'intelligence artificielle, le robot reconnaissance vocale, qui est hyper sévère maintenant sur les gros mots. Vous connaissez? Voilà, tu vois. Ça rajoute du taf, putain. Voilà, tout se passe comme prévu, il y a des effets sonores, des bips. Et tiens, imaginons qu'on aille voir ce qui se passe dans une vidéo de Squeezie. T'es déjà dans le tryhard. Ah, un autre bip. Et voilà, tout se passe comme prévu, je suis un génie. Tout à fait. C'est faux. Ouais, non, c'est dur, mais je le savais, excusez-moi. Il n'empêche que c'était attendu et que les réactions, en fait, sont pas si choquées que ça. Alors, dans le microcosme de Twitter, il y a pas mal de personnes qui ont fait la remarque, sans hurler au scandale, notamment l'ami Vincent Manilev, journaliste qu'on a reçu ici. Il a sélectionné les 2 extraits, d'ailleurs, là, qu'on vient d'entendre. Mais j'ai regardé les 100 premiers commentaires des vidéos de Squeezie et Jilcy. On n'est pas sur un projet de manif, ça va, on le vit assez bien. Les vidéos sont en tendance, il n'y a pas de rafale de pouces baissés. Ouais, d'ailleurs, c'est totalement assumé de la part des créateurs de contenu. Squeezie met carrément le signe $ sur sa bouche au moment du bip. Oui, voilà, complètement. Parce que pour une fois, d'ailleurs, YouTube a prévenu. Parce qu'ils préviennent pas toujours quand ils changent. Là, au moins, ils les ont prévenus. Les créateurs le savaient. Et pour ceux qui regardent du contenu anglophone, les créateurs américains ou au Royaume-Uni font des effets sonores à chaque gros mot depuis hyper longtemps, je dirais au moins 5 ans. Parce que ça fait plus partie aussi de la société là-bas aussi. Déjà c'est plus proche, moins en Angleterre, mais en général en Angleterre c'est juste qu'on ne le dit pas. Ouais. C'est juste qu'on c'est vrai que c'est très américain en fait, voilà. C'est plus américain. Mais voilà, et ça devient presque un jeu pour certains, c'est-à-dire qu'on met des effets sonores rigolos, on met plein d'effets sonores rigolos. Ça fait partie de la manière de créer. Après, je comprends que ça fasse bizarre un peu ici, vu que biper à ce point-là, c'est nouveau. En fait, ce qui est frappant, c'est pas seulement les bips, c'est que en fait, cette nouvelle politique, elle raconte quelque chose de l'état de YouTube aujourd'hui. Alors, c'est une preuve de plus que YouTube remplace les médias traditionnels. On le savait, mais maintenant, YouTube est un média traditionnel, comme la télé ou ici avant. Et quand on est dans un marché de masse, on parle pas comme des charretiers.
Nous, on va pas dire des gros mots à tout bout de champ. Oh, ça va. Non, mais je veux dire, c'est... Non, mais je veux dire... C'est vrai qu'on attention, on passe pas notre temps à jurer, c'est sûr. C'est vrai, attention, et si on a des poissonnières de Ménilmontant, strictement rien à faire. Mais je pense qu'il faudrait pas perdre quand même pour YouTube, il faut faire attention, pas perdre l'aspect espace de liberté, parce que c'est ça aussi Internet, c'est un espace de liberté. Et aujourd'hui, il y a un YouTube Kids pour les enfants. Moi, je propose une solution. Je YouTube, ça ne veut rien dire. Je propose la création d'un YouTube After Dark ou YouTube après minuit. Une section où on peut dire ce qu'on veut, dans la limite évidemment des conventions collectives, de la légalité, ça reste convivial. Alors, est-ce que ça serait un truc qui serait que dispo à partir de 20h? Ou alors que quand on est inscrit et qu'on a vérifié son âge? Je ne sais pas, mais YouTube peut se débrouiller pour faire ça. C'est Google. Ils savent tout. Ils savent mon âge, ils savent ton groupe sanguin, ils savent même que je suis en train de dire ça là maintenant. Ils sont au courant de tout. Débrouillez-vous, mais surtout ne devenez pas comme la télé, parce que si c'est le cas, YouTube aussi, on va arrêter de regarder. Le focus de Laurence. Laurence, 2 jours après l'insurrection qui a eu lieu au Brésil, tu nous expliques comment les réseaux sociaux ont contribué à l'organiser. Ouais, dimanche, plusieurs lieux de pouvoir ont été envahis par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, battu par Lula lors de l'élection d'octobre. La Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel ont été saccagés dans la capitale Brasilia. Si vous avez un peu suivi, la plupart des médias parlent d'émeute. En français, la définition d'une émeute, c'est soulèvement populaire, généralement spontané et non organisé. J'ai choisi donc de ne pas utiliser ce terme tout simplement parce que ce soulèvement n'avait rien de spontané. Tout a été organisé au préalable sur les réseaux sociaux. D'abord sur Twitter, 2 jours avant l'assaut, vendredi donc, plus de 10 000 comptes ont partagé le hashtag Festa da Selma. Des influenceurs ont convié du monde à cette Festa da Selma qui signifie la fête du cri de guerre. Le mot Selva a été détourné, le V remplacé par un M pour éviter de se faire griller par les autorités sur les réseaux. Un message pour rappeler ceux en fait qui pensent que l'élection présidentielle a été truquée, à rejoindre Brasilia en masse pour marcher sur la capitale et exprimer leur colère. Sur TikTok, des spécialistes des réseaux sociaux ont remarqué que 5 des 8 meilleurs résultats de recherche sur la plateforme comportaient le terme bulletin de vote. Sur Facebook et Instagram aussi, il y a des milliers d'utilisateurs qui ont été orientés vers des groupes qui remettent en cause l'intégrité des élections, alors qu'ils n'avaient utilisé que des termes classiques dans leur recherche. Mais évidemment, c'est sur la plateforme la moins modérée, la jungle, l'application Telegram, que la manifestation a été vraiment organisée. Exactement. Plan de la capitale, itinéraire, date, horaire, point de rendez-vous. Toutes les infos pratiques ont été transmises sur Telegram, ainsi qu'une partie sur WhatsApp. L'objectif, regrouper un maximum de personnes pour attaquer le cœur du pouvoir, faire trembler la démocratie. Selon les publications consultées par le Washington Post, dans les groupes pro-Bolsonaro, un immense ramassage par bus a été mis en place. Baptisées Caravane de la Liberté, elles ont permis en fait de ramasser des manifestants d'au moins 6 régions pour les faire en fait arriver dans la capitale. Le Brésil, il faut savoir, c'est un pays qui est 15 fois plus grand que la France. La capitale Brasilia, elle est située au cœur du pays, loin des grandes agglomérations. Donc ce qui s'est passé dimanche demande une sacrée logistique. Oui, en fait, c'est le remake de ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole. L'assaut, ouais. C'est vraiment le même truc. Alors, les Brésiliens qui se sont révoltés, ils sont arrivés à leur fin, puisque pendant quelques heures dimanche, il y a eu une marée humaine pro-Bolsonaro aux couleurs jaune et verte qui a pris le contrôle de tous les lieux de pouvoir à Brasilia. Exactement, des scènes de chaos retransmises en direct sur les réseaux par les manifestants. Deixa muita confusão aqui, ó. A polícia tá entrando. Sur les vidéos Instagram, TikTok ou Telegram, les manifestants posent dans les bureaux d'élus, ils brisent des vitres, saccagent du mobilier du patrimoine, ils filment des policiers même qui les encouragent dans leurs actions. Dans l'après-midi, la Cour suprême brésilienne a ordonné à tous les grands réseaux sociaux de bloquer les messages incitant à la violence. Et quelle a été la réaction des responsables des plateformes ? Meta, qui possède Facebook et WhatsApp, ou encore Instagram, a annoncé dimanche en fin de journée avoir activé un plan spécial pour les événements à haut risque. Le groupe de Mark Zuckerberg a supprimé une grande quantité de messages qui appelaient à prendre les armes ou à s'attaquer aux bâtiments officiels. Et selon le journal français Le Monde, au Brésil, plus encore que dans d'autres pays, la modération des réseaux est depuis une décennie un enjeu hyper important. Ouais, les militants bolsonaristes ont très tôt constitué des groupes structurés pour diffuser de fausses informations et une propagande électorale en ligne. En 2020, la Cour suprême brésilienne, elle a elle-même été victime de campagnes de dénigrement de la
la part des soutiens de Jair Bolsonaro et ça avait contraint Facebook à fermer plusieurs comptes de proches de l'ancien président. C'est même allé plus loin. L'an dernier, en 2022, la Cour suprême elle a ordonné le blocage pur et simple de Telegram. Trop de désinformation, trop peu de contrôle. Mais bon, elle a vite fait marche arrière et entre-temps, le fondateur de la messagerie, Pavel Durov, il a présenté ses excuses et il a assuré qu'il s'agissait d'un simple malentendu et a promis de mettre en place diverses mesures de modération. Avec une grande efficacité, parce qu'elles n'ont pas du tout empêché la diffusion massive dimanche dernier de consignes pour les manifestants. Ces attaques, comme tu l'as dit, elles rappellent l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump aux États-Unis. Et aussi, elle semble avoir trouvé un fort écho auprès des sphères pro-Trump. Des figures de l'extrême droite américaine comme Steve Bannon ont publié des messages qui affirment à tort que l'élection brésilienne a été truquée. Et sur qui peut compter tout ce petit univers de complotos Maximus ? Elon Musk, bien sûr, toujours là pour aider. Toujours présent. Depuis son arrivée à la tête de Twitter, la plateforme a rétabli les comptes de plusieurs militants bolsonaristes et complotistes connus, dont celui du député Gustavo Gayer, Jair Bolsonaro qui a condamné les attaques de dimanche. Il avait lui-même rencontré Elon Musk en mai dernier. Il avait salué la prise de contrôle du réseau social par le milliardaire et il avait même plaisanté avec lui. Il a dit « c'est le début d'une relation qui se terminera par un mariage ». Excellent.